Tu vas le faire bouger. Ça bouge seul, man. Je te le dis. Je vais même pas toucher. Moi, je le bouge, je le tiens dans mes mains, il bouge pas, toi tu le tiens, il bouge. Mais parce que moi, je suis pas un gars qui tient ça. Je le tiens même, je le bouge même pas, bro. Oh. Bro, qu'est-ce que tu fais, retourner? Tourne-le de l'autre sens. Je le mets là. Il est là. Non, la... Bro. Oh, ok. C'est Philippe Aboussan pour Peak Productions et Allu les technologies. Donc présentement, vous me voyez avec Hugo. On est dans mon auto, on s'en va à Lozo parce qu'on a un problème de live stream. C'est moi Hugo, regarde la caméra. Je demandé de tester l'autre, voir. Parce que l'autre, la grippe est plus grosse, tu comprends? On vient de terminer de magasiner chez Lozo. On a posé des questions aux spécialistes en live stream pour nous montrer comment ça fonctionne avec OBS. Je crois maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Donc vous, les utilisateurs de notre plateforme, vous allez pouvoir voir nos vidéos de façon live stream. Ici Tessa Manuelo, vous écoutez Road to the IPO à Lulu Technology, le podcast des entrepreneurs et entrepreneuses aguerris. Aujourd'hui au podcast numéro 8, j'ai le grand plaisir d'accueillir la première femme invitée au podcast, nulle autre que Tessa Manuelo. Et sans plus tarder, je vais laisser Tessa se présenter par elle-même. Bonjour Tessa, ça va bien? Ça va bien, merci Hugo pour cette invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, je suis entrepreneur dans le monde juridique et technologique, fondatrice de Legal Creatives et LawClick, donc des plateformes tech pour le droit. Parfait. Mais merci à toi d'avoir accepté notre invitation aussi dans notre local à Boucherville. Fait, comme tu le dis, tu es entrepreneur dans les Legal Tech. Explique-moi en quoi, c'est quoi en fait la Legal Tech? Alors, la Legal Tech, c'est un nouveau domaine qui consiste finalement à développer des solutions technologiques pour le milieu juridique. Alors, ça peut être des solutions pour les professionnels du droit, que ce soit des avocats, des juges, mais ça peut être aussi des solutions pour les citoyens ou les entreprises qui veulent un processus juridique beaucoup plus simple. Et les technologies ont un grand potentiel pour ça. OK. En fait, ça consiste à amener la technologie avec tous les côtés juridiques. Exactement. Un peu comme les blockchains et l'intelligence artificielle? Oui, exactement. Est-ce que ça, c'est bien vu par rapport aux avocats? Qu'est-ce qu'ils s'en pensent? Et quand tu arrives avec un nouveau produit comme ça, qu'est-ce qu'ils ont-tu un peu la... Tu sais, est-ce ils vont accepter ça facilement ou ils vont dire comme non, nous... Écoute, il y a énormément de questionnements sur le potentiel technologique dans le monde juridique. On se questionne beaucoup. Il y a énormément de débats dans les médias, dans les professions aussi. Est-ce que c'est une technologie disruptive qui va complètement révolutionner l'industrie juridique? Est-ce que ça va être une innovation plus progressive? Alors, on entend de tout. Ce qui est probable, c'est que, vu le retard que le monde juridique a pris dans les avancées technologiques, on se retrouve aujourd'hui avec un monde juridique qui est vraiment en arrière au monde du papier et une technologie qui est devenue tellement de pointe, avec notamment l'intelligence artificielle et le blockchain, que probablement, ça va être plutôt une révolution disruptive où on va voir probablement une cassure dans l'industrie et on va se retrouver avec des nouveaux processus grâce à la Legal Tech, en fait, qui va améliorer, en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est pour ça que je travaille là-dedans, pour améliorer l'expérience juridique, simplifier les processus, les rendre moins coûteux, plus accessibles, plus instantanés, plus convivial et plus rapides. OK, mais je vois vraiment que tu es passionné dans le domaine juridique. En fait, parle-moi, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Je pense que tu étais juriste. Pourquoi tu t'es lancé des domaines juridiques à quelque chose comme l'entrepreneuriat qui est quand même assez risqué? C'est vraiment une envie personnelle de contribuer à améliorer l'accès à la justice. Je me suis rendu compte dans mon travail qu'il y avait énormément d'enjeux du point de vue du client, beaucoup de frustrations, mais aussi ces frustrations étaient vécues par les professionnels, les avocats, les médiateurs. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité vraiment à saisir et je pense que j'aime l'approche entrepreneuriale. C'est quelque chose qui me passionne vraiment.
le côté créatif surtout de l'entrepreneur, de devoir tout créer de A à Z, puis démarcher, faire de la communication, aller vers les gens. Ça venait chercher quelque chose en moi qui résonnait vraiment, qui faisait du sens. Fait que ça t'a attiré vraiment. C'est pour ça que tu as décidé de te lancer. Oui, je me suis formée d'abord à l'entrepreneuriat féminin, la compagnie F. J'ai fait une formation aussi en ligne à Toronto avec l'Institut Mars de technologie. Donc, je me suis formée en ligne énormément par moi-même avec différents influenceurs que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Et de là, j'ai commencé à développer ma propre solution technologique, qui est donc LawClick, la plateforme technologique pour vraiment simplifier le processus juridique. Parfait. Parle-moi un peu de tes deux entreprises que tu as formées. Il y a LawClick, puis l'autre, c'est Legal Creatives. Legal Creatives. C'est vraiment la même structure dans le sens que Legal Creatives, c'est une communauté où on rassemble tous les juristes du monde entier qui s'intéressent à l'innovation. L'innovation, mais aussi la créativité et comment améliorer en fait le travail du juriste, donc avec les potentiels technologiques. Et tous ces avocats et médiateurs et autres professions peuvent, s'ils le souhaitent, se showcaser, se mettre en vedette sur la plateforme LawClick. Et LawClick est vraiment une vitrine pour les utilisateurs, notamment les entrepreneurs, les startups, qui veulent un avocat qui est dans une nouvelle ère, un avocat qui travaille en ligne, un avocat qui est plus créatif, un avocat qui est plus comme un coach et un accompagnateur qu'un avocat traditionnel comme on a l'habitude de le voir. Fait que c'est plus axé vers les entreprises et entrepreneurs. C'est-tu axé aussi vers les personnes normales qui essaient de vraiment aller chercher un avocat pour... Oui, à partir du moment où les gens ont envie de travailler avec un avocat qui est dans une nouvelle dynamique, notamment une dynamique numérique, oui, c'est fait pour toutes ces personnes-là qui cherchent une nouvelle manière de gérer leur dossier juridique en ligne avec des avocats qui travaillent plus sur la négociation, la résolution de conflits, la prévention des conflits, qui n'est pas nécessairement axé sur on va aller au tribunal, puis ça va prendre 2 à 4 années pour avoir un jugement, puis peut-être après on va faire exécuter le jugement, vous allez récupérer votre argent. On cherche vraiment des solutions créatives, efficaces, rapides, dans une ambiance conviviale avec l'aide des technologies. Est-ce que ça a été bien accueilli dans le domaine juridique, les autres avocats? Est-ce qu'ils ont vu ça dans mon œil? Oui, vraiment beaucoup. Surtout les avocats qui sont plus jeunes. Oui, certains. Ils ont vraiment aimé le concept de convivialité, simplicité, une expérience utilisateur aussi pour eux-mêmes qui est vraiment simple et conviviale. Donc la réponse est vraiment super bonne. On est très contents. Et puis les grands bureaux d'avocats, est-ce que as-tu entendu parler? Est-ce qu'ils ont été ouverts à cette idée-là d'amener cette créativité dans le domaine juridique? Oui, il y a des cabinets qui s'intéressent à se positionner sur les nouvelles technologies et la créativité pour justement développer un avantage compétitif. Donc, dans toutes les industries aujourd'hui, vu que les technologies arrivent, on cherche à se démarquer. Et on peut se démarquer avec les technologies et aussi avec la créativité ou marier les deux ensemble. Donc, il y a beaucoup de cabinets comme des petits cabinets, moyens ou plus grands, qui cherchent aussi à se positionner à la pointe des technologies. Mais c'est un processus qui n'est pas évident. Un processus d'innovation, ça prend vraiment toute une réflexion sur la vision qu'on va avoir déjà. Et une fois qu'on a la vision, comment on trouve des solutions qui sont pertinentes, qui sont accessibles, qui peuvent être développées aussi à moyen de la technologie. Et donc, c'est tout un processus d'innovation qui n'est pas nécessairement simple. Mais quand on se lance là-dedans, puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup étudié ce processus-là, ça amène vraiment un avantage compétitif. Mais c'est pas facile pour ces grands bureaux d'avocats de vraiment tourner le bord puis d'aller vers les nouvelles technologies. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils existent, fait que c'est vraiment difficile. Toi, tu arrives avec tes compagnies qui changent toutes, qui viennent apporter une certaine... en anglais, c'est disruptive. Oui, c'est disruptif dans le sens que nous, on s'adresse à une clientèle qui est aujourd'hui pas servie par l'industrie juridique. Les grands cabinets d'avocats vont servir une clientèle assez sophistiquée. Donc, généralement, des personnes qui ont vraiment les moyens de se payer des services juridiques ou des grandes entreprises. Ce qu'on remarque, c'est que 80% des besoins juridiques sont pas répondus par quasiment personne sur le marché. Donc, il y a un énorme bassin de clients potentiels qui est complètement perdu par l'offre de services
traditionnels. Oui. Et avec la technologie, on peut offrir un nouveau type de service juridique sans dénaturer le service en tant que tel, mais Oui. le rendre plus accessible parce qu'on automatise la procédure administrative, les Oui. tâches administratives. On automatise le plus possible pour que l'avocat puisse vraiment se concentrer sur le travail dans lequel il excelle vraiment, Oui. qui est le conseil, le service, l'accompagnement, la stratégie, et pas toutes ces tâches administratives-là. C'est-tu à cause de la paperasse que vraiment que les gens n'ont pas accès à ces systèmes juridiques comme Just? C'est-tu à cause de toute cette paperasse? Ou y a-t-il d'autres conséquences? Pourquoi maintenant c'est rendu si compliqué d'aller voir un avocat puis d'avoir accès à un système juridique? Oh, il y a beaucoup de raisons, mais probablement que le fait qu'il y ait tellement de règles à suivre qui sont là, en fait, pour aider vraiment le système. Okay. Mais le fait qu'il y en ait tellement maintenant, ça complexifie énormément les processus. Donc, l'idée, c'est de tenir en compte ces règles, mais de les mettre dans ce qu'on appelle le legal design. Donc, c'est vraiment utiliser le design, puis le droit, et en faire quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre. Flexible, souple, qui est adapté aux besoins du client. OK. Oh, wow. Je te vois vraiment passionné par le domaine juridique. Ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où? J'ai toujours été passionnée par la connaissance de mes propres droits. Okay. Depuis très jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations parfois dans la vie qui nécessitaient de connaître ses droits. Oui. Et que sans les connaître, je me suis dit, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de manœuvrer le monde de cette société. Et j'avais vraiment envie d'apprendre le droit pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, comme beaucoup de gens en droit, je me suis retrouvée à travailler dans un monde plus traditionnel, dans des cabinets d'avocats, des institutions en France à l'époque. Oui. Et en arrivant à Montréal en 2009, j'ai voulu goûter plus à l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai travaillé dans le monde communautaire aussi. Et jusqu'à ce que finalement, j'ai ramasse assez d'expérience, de connaissances pour vraiment développer quelque chose qui me ressemble plus. OK. Fait que tu avais beaucoup de bagages avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, beaucoup d'expérience quand même. Beaucoup d'expérience. Et en parlant d'études, tu as fait tes études en 3 continents, si je ne me trompe pas. Oui, j'aime beaucoup les voyages. Donc, la découverte de l'autre, les différentes cultures. Oui. J'ai commencé à étudier en France, où est-ce que je suis née. J'ai étudié aussi en Afrique du Sud pendant 1 an, où j'ai appris plus les droits humains. C'était 10 ans après la fin de l'apartheid. C'était super excitant d'être là-bas à ce moment-là pour voir au niveau vraiment de la société comment on se sort de situations vraiment complexes. Et ensuite au Canada, donc dans un milieu plus anglophone. Mais tu as pu voir que le système juridique de ces 3 pays est totalement différent, n'est-ce pas? Totalement différent, mais les problématiques sont très similaires à travers le monde. Des problématiques de délai qui sont vraiment déraisonnables, des problématiques de coûts qui, eux aussi, sont vraiment excessifs, des problèmes aussi de complexité en général. Et ces problématiques-là se retrouvent partout dans les différents pays, en tout cas pour l'Occident, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, probablement en Asie et Australie aussi, c'est la même chose. Donc, on a vraiment des problèmes dans toute l'industrie, dans le monde entier pour le juridique. Il y a d'énormes opportunités pour la technologie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui sont intéressés à développer des solutions technologiques, le milieu juridique est certainement un milieu avec beaucoup d'opportunités. Il faut être, ceci dit, très motivé parce que c'est un monde complexe avec énormément de règles, puis des habitudes qui sont bien ancrées. Donc, c'est pas nécessairement un milieu facile, mais je crois que quand on y arrive, ça peut être très gratifiant parce qu'on a un impact aussi sur la société. Vous écoutez ça, c'est un milieu où il y a plein d'opportunités, mais difficiles en même temps. Fait que c'est pour ceux qui le veulent vraiment. Exactement, en fait, très motivé. Mais oui. Fait que moi, je voulais juste savoir, fait que toi, t'es une femme dans l'entrepreneuriat, OK? Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher des investisseurs, d'aller voir le monde, d'aller chercher des contacts, ou c'est vraiment pas du tout, c'était vraiment facile? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que dans les nouvelles, maintenant, on parle beaucoup que la femme n'a pas encore pris sa place même dans le marché du travail, puis là, on parle de l'entrepreneuriat, parce que c'est juste des sommes, il n'y a pas si longtemps. Parle-moi un peu de ça. Alors, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient, je pense, se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de femmes qui ne le font
pas nécessairement. OK. Il y a beaucoup de résistance, je pense, de la part déjà des femmes, de nous-mêmes, de vraiment déconstruire un peu qu'est-ce que c'est être un entrepreneur et une entrepreneuse, une entrepreneure ou entrepreneuse femme. OK. Il y a toute une déconstruction et reconstruction à faire pour créer un modèle qui nous ressemble en tant que femme. OK. Moi, je me considère comme une entrepreneuse qui, oui, je dois nécessairement faire des choses pour que l'entreprise roule au démarrage, les choses doivent rouler. Mais je veux que ça roule d'une manière qui est plus adaptée à ma vision et à mes valeurs, puis à ma manière de vivre et d'être. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement la même chose quand on est entrepreneur, homme ou femme. J'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts ou la même vision, la même manière de travailler. Alors, les deux sont complémentaires, les deux sont importantes, mais je crois qu'il faut trouver sa propre vérité. Donc, quand on est une entrepreneuse femme, de trouver sa propre vérité. Moi, pourquoi je fais cette entreprise-là? C'est parce que je crois vraiment que je peux avoir un impact sur la société à travers le droit, qui est le milieu que je connais, le milieu que j'ai étudié. Et mon objectif, ma vision, c'est d'améliorer ce processus juridique-là pour avoir un impact sur la société. Et parce que j'ai créé quelque chose qui a de la valeur aux yeux des gens, ça va ramener nécessairement des revenus et un chiffre d'affaires. Mais je le fais pas juste pour avoir un chiffre d'affaires. Et peut-être ce que j'ai remarqué, c'est que dans le côté plus masculin, c'est plus, il faut des résultats tout de suite. Puis c'est une vision plus court terme. Et la femme a une vision plus long terme. Et le financement n'est pas nécessairement adapté à ça. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le financement. Mais au niveau du financement, je pense que aussi c'est beaucoup de gars qui financent, c'est pas beaucoup de femmes. Fait que, comme tu parlais, les hommes sont plus plus regarder le court terme. Fait que je pense aussi les investisseurs qui sont hommes vont aussi regarder le court terme. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui regardent le long terme, mais c'est juste, il faut juste vraiment chercher le bon investisseur qui va aller avec tes valeurs aussi, n'est-ce pas? Exactement, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis pas allée chercher d'investisseurs. Tout est autofinancé pour l'instant, parce que je veux pas travailler avec n'importe quel type d'investisseur. Et idéalement, j'aimerais bien travailler avec une investisseur femme qui soutient la vision. Et ma priorité aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à développer le produit, à m'assurer que les clients sont satisfaits, c'est-à-dire les avocats pour moi, qui sont mes clients directs. Eux ont des clients, donc ce sont mes utilisateurs. Puis il faut que toute cette chaîne soit satisfaite. Et une fois que j'ai validé vraiment que toutes mes hypothèses fonctionnent, là, je pourrais aller chercher des investisseurs. Et j'aurais plus de crédibilité aussi, plus de données à leur montrer. Et donc plus de poids dans la négociation que d'aller chercher des investisseurs trop rapidement. Et après, on se laisse comme vraiment influencé par leur vision à eux, qui est une vision plus sur le revenu à court terme. Et moi, c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse. Fait que quand tu parlais d'autofinancement, par quelle plateforme tu t'autofinances tes projets? Ben vraiment par mes activités professionnelles annexes. Donc, je travaille aussi à côté, je fais des mandats, du temps partiel, je suis médiatrice, je fais de la consultation. Donc, j'ai mis en place tous ces autres services connexes qui sont très reliés à ma plateforme et à ma start-up, qui permettent de financer l'entreprise. Fait que tu as aussi lancé ton propre site web, tessamalolo.com. On va mettre les liens par après sous la description sur Facebook et SoundCloud. Parle-moi un peu de ça. J'ai regardé un peu. C'est vraiment, qu'est-ce que tu parlais? C'était service à toi. Oui, donc je me vends comme une consultante pour aider les cabinets d'avocats qui veulent justement faire cette transition vers le numérique et les technologies. Je suis aussi médiatrice, donc j'accompagne les startups, les entrepreneurs qui veulent régler les conflits de manière plus simple, plus efficace, moins coûteuse, notamment en ligne. Donc je peux travailler avec une clientèle qui est à travers le monde parce que j'utilise tous les outils numériques qui permettent de sauver du temps et de l'argent. C'est à peu près ça. Et puis aussi des formations pour justement comment on amène de la créativité dans la résolution des conflits, comment on amène de la créativité quand on est entrepreneur, pour justement partager toute ma recherche, tous mes savoirs et mes expériences, pour aider d'autres gens aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde juridique ou dans un autre domaine. C'est comme ta marque personnelle que tu es en train de créer par rapport à ton domaine aussi. Là. Plus tes autres entreprises, plus toi-même. Admettons on prend quelqu'un en avocat dans son bureau d'avocat. Est-ce que ce serait important pour lui de partir son propre branding, son propre marketing personnel, même s'il travaille dans son bureau d'avocat?
Je pense que c'est surtout important quand tu travailles à ton compte. À ton compte. Ça, c'est essentiel d'avoir un branding personnel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. On regarde les sites Internet. Donc, si tu pars à ton compte comme un entrepreneur, travailleur autonome, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle industrie, il faut nécessairement avoir tous ces outils, sites web, réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, tout ça pour se créer une base. Là, tu me parlais que la créativité, ça s'apprend. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça s'apprend. C'est un processus, la créativité. Donc, c'est toute une méthodologie. Il y a certaines aptitudes de créativité qu'on peut vraiment développer à chaque jour en utilisant des exercices créatifs. Alors oui, ça peut être des exercices créatifs plus comme artistiques, genre peinture, dessin, écriture. Mais la créativité, professionnellement, ça s'apprend aussi. Donc, on peut renforcer nos habiletés créatives, les capacités cognitives de créativité, capacité d'ouverture, capacité d'évaluation. Et je me suis formée là-dessus aux États-Unis et au Canada aussi. Fait que c'est l'intelligence émotionnelle, en fait, aussi. Là. Oui, ça en lien avec l'intelligence émotionnelle, mais c'est surtout un processus de résolution de problèmes qui inclut une composante de créativité très forte pour trouver des solutions qui sont nouvelles, des solutions pertinentes et des solutions originales. Et je trouve que ce processus de créativité-là m'a énormément aidé à développer ma start-up. Pourquoi? Parce qu'un jour, admettons, je me suis levée, j'ai dit, OK, je vais vraiment créer quelque chose, mais comment tu le mets en place? Alors oui, tu peux te former à l'entrepreneuriat et c'est très important, mais de mon expérience, la formation que j'ai eue en créativité m'a permis d'arriver beaucoup plus rapidement à quelque chose que je souhaitais vraiment réaliser et quelque chose qui me démarque aussi de la concurrence. Fait que c'est pas juste les artistes qui peuvent être créatifs. Non, c'est pas juste les artistes. On est tous créatifs, on est tous des êtres créatifs. Et l'idée, c'est juste de mieux connaître cette créativité-là, mieux connaître ce potentiel créatif. Et quand on le connaît mieux, on peut l'utiliser à meilleur escient et de manière beaucoup plus efficace. Pas juste donc pour faire de l'art, mais aussi dans une perspective professionnelle. Est-ce que toi, tu fais des arts? Oui, moi, je développais ma propre pratique artistique en écriture. J'ai fait beaucoup de poésie depuis plusieurs années. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et d'ailleurs que je recommande énormément à tous les entrepreneurs d'avoir une pratique artistique ou créative à côté pour continuer de trouver de développer sa capacité d'avoir de la vision, sa capacité de mieux se connaître aussi, puis d'être avec des gens qui sont créatifs. C'est très stimulant, très inspirant. C'est très important aussi pour innover, puis amener des nouvelles technologies, être plus ouvert d'esprit. T'sais. Oui, je pense énormément. La technologie a ce potentiel-là de révolutionner les rapports humains, mais il ne faut pas que ça remplace les rapports humains, il faut au contraire que ça vienne en soutien. Et je pense que le potentiel de créativité est vraiment incroyable pour justement mieux se connaître soi-même, mieux interagir avec l'autre et amener des projets d'entreprise qui sont beaucoup plus avec un plus grand impact sur la société parce qu'un entrepreneur, il règle avant tout un problème. Puis il faut bien identifier le problème. Et souvent, on l'identifie trop vite. La créativité va te permettre de bien clarifier le problème que tu veux régler, la vision que tu as pour ton entreprise, comment tu développes ta solution, comment tu la mets en place avec une approche très nouvelle qui permet de te démarquer de ta concurrence. Mais c'est vraiment différent des autres méthodes qui étaient utilisées avant. Fait que je vois vraiment que toutes les compagnies devaient s'axer vers cette nouvelle créativité dans leur domaine. Oui, je pense que oui. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats aussi qui s'intéressent au potentiel de créativité aussi. Oui. Avant parce qu'on finit bientôt le podcast, je vais te parler de deux sujets. En premier lieu, c'est le leadership au féminin. Comment est-ce que toi, tu gères ton équipe? Comment est-ce que toi, tu regroupes ton équipe, en fait? Je pense que l'entrepreneur au féminin est quand même différent de l'entrepreneur masculin. On a tous les deux côtés. On a tous le côté yin-yang, côté masculin-féminin à l'intérieur de nous-mêmes. Ceci dit, il y a quand même des obstacles, je pense, quand on est une femme. Déjà, le premier obstacle, c'est nous-mêmes en tant que femme. De se dire, OK, je peux vraiment développer ma propre entreprise, mais il faut tout déconstruire, le concept de l'entrepreneur
un peu comme tough, puis qui est axé vraiment sur les négociations très... c'est vraiment tough, là. Je pense que la femme a sa place dans l'entrepreneuriat et une place qui est un peu différente. Donc, il faut trouver sa propre vérité. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Et une fois qu'on se connaît bien, on est capable de vraiment dépasser le problème peut-être de confiance en soi, puis vraiment se mettre en action pour créer quelque chose. Et la confiance, ça se bâtit à chaque jour avec des petits résultats, des petits succès qui, au bout d'un moment, permettent d'entrevoir le potentiel qu'on a en tant que femme. Et ensuite, quand on gère une entreprise, en tout cas, moi, de mon côté, je ne gère pas nécessairement des équipes encore, mais je travaille avec beaucoup de gens dans mon entreprise. Et j'axais beaucoup sur justement la bienveillance, l'écoute et l'encouragement beaucoup plus que le contrôle, l'autorité. Ça, c'est des choses d'hommes. A priori, c'est ce qu'on pense, puis c'est ce que les recherches disent aussi sur le style de leadership masculin, qui est comme un peu plus autoritaire et sur le contrôle. Un leadership féminin, c'est plus sur l'écoute, l'accompagnement. Et je crois que ça peut amener justement beaucoup plus de créativité, ce type de leadership-là. Et probablement un plus grand engagement des employés, tant que la vision est claire. Que ce soit homme ou femme, c'est l'engagement. Oui, exactement. C'est bon. Mais en fait, vous êtes une équipe de combien vraiment dans tout ça? Écoute, on est nombreux. Il y a une équipe donc de fondateurs. J'ai travaillé énormément avec Laura, qui est en fait une conseillère en expérience client. Elle a travaillé dans l'industrie hôtelière, donc absolument rien à voir avec le juridique. Et c'est en là le potentiel de créativité, c'est de oser aller chercher des compétences très différentes. Et grâce à son expérience en hôtellerie, on a vraiment conçu une expérience client haut de gamme pour les avocats, haut de gamme pour les utilisateurs, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité, d'originalité aussi. Je travaille aussi avec un développeur technologique qui, lui, est un homme. Et on a aussi tout un board de conseillers qui nous aident, qui sont des avocats, qui sont des conseillers financiers, qui sont des conseillers en expérience digitale, tout un tas de personnes qui gravitent autour de nous pour nous aider à développer le produit dans son entièreté. Fait que vous êtes bien entourés, les entreprises sont bien entourées. Très important de bien s'entourer des bonnes personnes. OK, c'est parfait. Très important. Et pour conclure, je vais te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un, une entrepreneuse qui t'inspire le plus ou quelqu'un de proche de toi? Oui, alors en fait, c'est intéressant la question parce que la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est une femme qui travaille plus dans le milieu de la spiritualité. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et cette femme donc, s'appelle Marianne Williamson. C'est une conférencière, écrivaine qui parle beaucoup de spiritualité. Et elle m'a énormément inspirée dans les dernières années parce que elle parle donc beaucoup de l'engagement des femmes dans la société pour justement avoir un impact dans notre société, être engagée et faire des projets. Et à un moment donné, elle parlait beaucoup qu'il faudrait plus de femmes dans la politique parce que c'est vrai que c'est un milieu très masculin, la politique. Ça, c'est certain. Et elle disait, voilà, il faudrait plus de femmes, il faudrait plus de femmes. Elle le répétait tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour, elle ait une sorte d'illumination en se disant... Révélation, quoi. C'est ça, révélation, en se disant, mais je vais arrêter de dire qu'il faut des femmes, puis je vais juste le faire moi-même. S'il en faut plus, autant que je montre l'exemple. Et donc, elle a fait une campagne, je pense, pour devenir sénatrice. Est-ce qu'elle a été élue? Non, elle n'a pas été élue, elle n'a pas gagné, mais elle a énormément parlé, en fait, de tous ces sujets qui sont, à mon avis, très importants. Et elle a eu énormément de visibilité. Je pense qu'elle a eu un très grand impact. Même si elle n'a pas gagné, elle a quand même gagné dans le sens qu'elle a eu une influence, je pense, importante. Et ça m'a énormément inspirée de me dire... moi aussi, je pense qu'il faudrait plus de technologie dans le droit. Je pense qu'il faudrait des solutions plus simples. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Puis au lieu de dire je pense qu'il faudrait ou on doit, je vais le faire moi-même pour avoir ma propre contribution. Oui, mais je pense que ton parcours aussi va sûrement inspirer d'autres jeunes filles ou femmes à partir de leur propre entreprise dans ton domaine ou dans un autre domaine. Oui, j'aimerais beaucoup. Si elles veulent me contacter, ça va me faire vraiment plaisir d'interagir avec elles, les accompagner, partager mes expériences, leur donner des petits conseils. Ça va me faire vraiment plaisir d'aider. Je crois beaucoup au potentiel de travailler ensemble, de s'entraider entre femmes et aussi avec les hommes. Je pense que c'est important. Et donc, ça va me faire vraiment plaisir de s'encourager dans nos démarches d'entreprise.
Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour qu'ils puissent te contacter. Fait qu'on est au local des Alulupic et notre invité ici, Tessa Manulo, parce qu'on a fait le podcast numéro 8. Tessa est juste en arrière. Salut, ça va bien? Fait que merci Tessa d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'était un plaisir. Fait que tu veux juste, avant de dire bye à ceux qui vont nous regarder, expliquer qui tu es un peu. Oui, bien sûr, je m'appelle Tessa Manuelo, je suis entrepreneur en Legal Tech. J'ai créé Legal Creative et LawClick. On utilise la technologie pour simplifier le juridique tout en ligne. Parfait, merci encore. Merci à toi. Salut! Cool.